Bonjour, je suis Marc-Josée. Bienvenue à l'émission L'Impact de l'exportation Balado. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec une entreprise canadienne qui fabrique des articles magnifiques et douillets pour la maison et pour la famille. Minitepi utilise des matériaux naturels, des couleurs vives et des motifs d'inspiration indigène pour créer des couvertures, des tapis et autres articles uniques et vraiment très élégants. Ça vaut le détour d'aller sur leur site Internet. J'aimerais aujourd'hui commencer par souligner que nous diffusons cet épisode depuis chez moi, à Montréal, sur le territoire traditionnel non cédé des Kanien'kehá:ka, le peuple Mohawk. Nous tenons à prendre le temps d'honorer nos communautés autochtones où que nous soyons et nous rappeler notre dette commune envers les premiers peuples du Canada. Mais Minitepi, c'est pas seulement une entreprise, c'est une façon d'honorer et de célébrer le patrimoine et la culture autochtone de ses fondatrices, Trisha Pitura et Mélanie Bernard. Elles ont leur propre point de vue sur ce que signifie l'exportation de leurs produits vers d'autres pays, et en particulier les États-Unis. Mélanie nous rejoint aujourd'hui pour nous expliquer comment cette vision du monde a façonné le développement de Minitepi, quels ont été ses plus grands défis et quelles sont les prochaines étapes pour elle et l'entreprise qu'elle a cofondée. Bonjour Mélanie. Bonjour, je suis super contente d'être ici. Génial. Donc, Minitepi a été fondée en 2016. Peut-être ramène-nous à ses débuts, à votre inspiration, à toi et à Trisha pour lancer cette belle entreprise, puis aussi pourquoi aller dans le textile. Oui, en fait, en 2016, je dirais en fait, ça a commencé un peu avant, dans le fond, la rencontre de Trisha et moi. On était deux mamans, congé de maternité, puis on s'est rencontrés, donc on est devenus amies. Trisha aime dire que j'étais la seule personne qui lui souriait au cours de maman-bébé, puis moi, bon, donc là, on s'est vraiment liés d'amitié, c'est vraiment été comme un coup de foudre d'amitié. Puis Trisha faisait déjà de la couture, elle, dans son sous-sol. Elle faisait, à l'époque, des barbouillettes pour bébé. Puis moi, en étant aussi en congé de maternité, donc là, je lui ai dit: «Ah, tu sais, je pourrais peut-être t'aider avec, une page Facebook. Je pourrais peut-être t'aider, je pourrais prendre des photos». Moi, je m'improvisais photographe, mais bon, tu sais, avec un cellulaire maintenant, qu'est-ce que tu peux faire? Donc, elle a commencé un peu comme ça avec des produits pour bébés. J'accompagnais au marché avec nos bébés, et cetera. Puis, en 2016, elle dit: «Hey, tu sais, on est des bonnes amies, mais on fait vraiment une bonne équipe. Voudrais-tu qu'on s'associe pour qu'on fasse une compagnie?» Donc là, je dis: «Ah, mon Dieu, OK». J'avais même pas pensé à ça. Moi, tu sais, vraiment, j'aidais avec le potentiel que j'avais, si on peut dire. Donc, en 2016, on a commencé, la compagnie. On a fondé la compagnie Minitepi, puis on faisait des produits pour bébés. Le textile, ça a toujours été important pour nous parce qu'en fait, je dis ça, mais tu sais, on dit ça à la blague, mais c'est vraiment vrai. Trisha, elle a vraiment, une addiction au textile. Donc Trish, là, tu vas avec elle dans un magasin de tissus, elle touche à tout, elle regarde tout, elle pose toutes les questions. Donc, dès le début, les textiles qu'on choisissait pour nos produits pour bébés étaient vraiment importants. Donc, ça a toujours été comme une de nos forces pour Minitepi. Puis, Trish et moi, on a vraiment des forces complémentaires. Donc, Trish, elle est vraiment tout ce qui est textile, couture, design, et elle est autochtone. Et moi, de l'autre côté, je suis plutôt marketing, vente, technologie, puis je suis allochtone. Donc, dès le début, ça a été elle qui choisissait les tissus, puis c'était beaucoup d'inspiration autochtone, ce qu'on retrouvait, tu sais, dans les petites boutiques où on allait acheter nos tissus. Donc, ça gravitait toujours beaucoup autour de la nature puis des motifs d'inspiration autochtone. Ouais. Donc, c'était des produits pour bébés. Puis même avec nos produits pour bébés, on avait commencé à travailler avec des artistes autochtones pour faire nos propres tissus. Donc, on faisait des couvertures en bambou. Puis, on avait déjà notre premier motif exclusif, là, c'était avec une artiste autochtone, donc déjà avec les produits pour bébés. Puis, en 2019, on a vraiment regardé ce qu'on voulait faire avec notre compagnie. Donc, on avait les produits pour bébés. C'est comme si avec notre saison de vie, si on peut dire. Donc, on était à l'époque avant des mamans à la maison. Puis, notre but, ça avait toujours été, quand les enfants vont être assez grands, tous les enfants, parce qu'à deux, on en a 5. Donc, quand tous nos enfants vont être assez grands pour aller à l'école, on aimerait vivre de notre compagnie. Mais pendant longtemps, on l'avait stoppé, si on peut dire.
Donc, en 2019, on s'est vraiment dit, tu sais, est-ce qu'on veut vraiment encore continuer à faire des produits pour bébés? Est-ce que c'est là qu'on veut s'en aller? Puis comme tu l'as dit plus tôt, Minitipi, c'est vraiment une histoire de textile. On avait découvert un textile, lainage, puis qu'on aimait beaucoup. On aimait travailler avec, on avait commencé à faire des couvertures, puis là, au début, c'était des châles. Bon, on disait, ah, pour maman, tout ça. En 2019, on s'est vraiment dit, on veut se refocusser vers ces produits-là, les couvertures, les châles, et on aimerait commencer à tisser, à faire tisser nos propres tissus. Donc là, vous êtes passé de produits pour bébé à produits plus maman et famille, donc vers la couverture, le châle. Puis est-ce que, je veux dire, les produits sont tissés ici parce que je comprends qu'ils sont designés ici, mais est-ce qu'ils sont aussi tissés au Québec? Ouais, en fait, quand on a plongé, nous, les 2 filles là-dedans, tu sais, on n'a pas de background en entrepreneuriat ou on n'a pas de MBA, quoi que ce soit. Donc, tu sais, on a appris petit à petit. Puis, dans le monde du tissu, en fait, on s'est rendu compte que c'était extrêmement difficile, tout ce qui était tissé et les lainages, de s'en procurer au Canada. Donc, on avait contacté plein de manufactures qui avaient soit fermé parce qu'il n'y avait pas assez de demandes ou, bon, on sait, hein, la mondialisation, c'est ce que ça fait, même, donc, le mot qu'il ne faut pas prononcer, pandémie. Mais même pendant la pandémie, on s'est rendu compte qu'on n'était même pas capable de produire des masques au Canada. Donc, tu sais, c'est pour dire comment les industries du textile avaient fermé peu à peu. Donc, on n'était pas capable de trouver un endroit pour faire tisser. Donc, au début, on s'était tourné vers l'Asie parce que, bon, écoute, on n'avait aucune idée, même quand on allait vers des manufacturiers d'ici, on leur demandait: «Est-ce que vous avez un contact? Comment on peut faire ça?» Tu sais, même eux savaient pas. Donc oui, donc au début, on s'était tourné vers l'Asie parce qu'on savait pas trop vers où se tourner, puis ils ont quand même une importante capacité au niveau de la manufacture du textile en Asie. Puis, à un moment donné, on a découvert un mélange de laine qui venait de l'Italie. Puis là, c'est comme si on était tombés en amour et c'est comme, tu sais, l'analogie, là, on est comme tombés en amour, puis on ne pouvait plus se cacher les yeux, puis on pouvait plus taire le fait que c'est ce tissu qu'il nous fallait. Et là, la nouvelle histoire de trouver ce tissu commencer. Donc, en fait, c'est un tissu recyclé. C'est un mélange de laine, de polyester recyclé. Puis, l'Italie est connue pour ses lainages, est connue pour son savoir-faire. Vraiment, puis c'est son recyclage de tissu. Donc, c'est vraiment impressionnant. Quand on est allé, parce qu'on est allé l'été passé sur place, puis c'est un processus là, complètement fou et innovateur, si on peut dire. Donc, pour nous, là, on reviendrait jamais en arrière. Donc, dans le fond, on peut dire quand même que vos produits sont designés, sont coupés, sont cousus au Québec, mais la matière première, elle est faite en Italie pour la plupart? Oui, en fait, la matière première, c'est de la matière recyclée. Les différents textiles viennent de post-consommation, si on peut dire. Ils sont triés par couleur. Donc, je crois que c'est comme une 50aine de couleurs parce que c'est pas reteint après. Donc, c'est divisé par couleur, c'est déchiqueté. Puis ça, c'est tout fait à la main, là. C'est, pas le déchiquetage, mais le tri. Donc, les crèmes ensemble, les verts ensemble, les bleus ensemble. Donc, c'est tout déchiqueté, c'est refilé en bobine. Puis après, après nos couvertures sont tissées. Puis comment tu peux t'assurer justement qu'il y a de la constance vu que, bon, ce sont des produits recyclés? Est-ce qu'il y a toujours un approvisionnement en ces produits recyclés-là pour avoir assez de constance dans ton produit fini? En fait, parfois, selon les couleurs, tu sais, il y a certaines couleurs qu'il faut se prendre un petit peu d'avance. Donc, surtout nos bruns. C'est peut-être un petit peu moins une couleur qui revient, mais nous, ça revient souvent dans nos designs. Donc, les bruns, mais il y a toujours pas mal une bonne improvisation. Quoique, comme on grandit maintenant, on commande nos tissus en kilomètres. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose auquel il faut toujours faire attention, puis de pouvoir toujours avoir là, les couleurs qu'on aimerait. Ouais. Puis on dit de vos produits qui sont authentiquement autochtones. Qu'est-ce que ça signifie pour Minitipi? Oui, en fait, comme je disais, en 2019, même avant, en 2016, tu sais, on allait dans des petits magasins, on achetait du tissu 2 mètres à la fois, tout ça. Puis, ça nous dérangeait vraiment de pas connaître les artistes, de pas connaître qui avait designé les tissus. Donc là,
on avait quand même commencé à faire affaire avec des artistes autochtones, mais à un moment donné, on s'est juste dit: «Hey, nous, on veut faire partie du changement, puis on veut que les artistes soient compensés, puis on veut que, justement, ça soit pas, de l'appropriation culturelle, mais vraiment de l'appréciation, puis que ce qu'on fasse avec nos tissus» parce que je suis certaine que tu vas abonder dans mon sens. Plus notre compagnie grandit, plus on se rend compte que l'impact, ben, est vraiment grand. Donc, c'est mieux de tu sais, on voulait pas partir d'une compagnie pour avoir une compagnie. En fait, ce qui est derrière la compagnie, c'est vraiment la mission avec nos tissus, recyclés et justement désignés par des artistes autochtones. Puis de vraiment, célébrer la culture à travers ça, de la faire connaître, de manière positive, puis de la faire connaître, par la voix des Autochtones et non pas, un peu ce qu'on est habitué de voir, un peu comme, Southwestern, Navajo, d'inspiration, tu sais? Donc, pour nous, c'était vraiment important. Puis on se rendait compte aussi qu'il y avait beaucoup moins de textiles canadiens autochtones. Donc pour nous, c'était important de travailler avec les artistes pour, raconter une histoire à travers ces tissus-là. Donc, utiliser, dans le fond, l'entrepreneuriat comme un moteur de changement, là, c'est vraiment le fondement de votre entreprise. Exactement. Puis, même, en fait, avec les années, tu sais, on s'est rendu compte, donc étant une propriétaire autochtone puis une allochtone, pour nous, c'est vraiment important. Puis on s'est rendu compte aussi, avec tout le mouvement autochtone qu'il y a eu récemment au Canada. Donc, on a comme eu à prendre position face à ça. Puis nous, on n'avait pas vraiment, tu sais, nous, on était les 2 filles, qui sont pas, peut-être au niveau personnel, être un petit peu plus politisées, mais Minitipi est pas tant politisé, mais là, on s'est vu on s'est vu dans la position que les gens, souvent, c'était la seule compagnie autochtone qu'ils connaissaient ou la seule un petit peu le rapprochement. Donc, on a eu comme une plateforme, puis, on veut vraiment promouvoir aussi à travers notre partenariat et tout ça, la réconciliation. Donc, on sait que c'est un super grand mot, puis on sait que la réconciliation, ça n'arrivera pas demain matin. Mais avant cette réconciliation-là, ben, il y a s'intéresser à l'autre, il y a, voir des choses positives. Et puis, pour vrai, l'intérêt est là. L'intérêt est là d'en connaître plus sur l'autre. Puis, pour nos clients autochtones, finalement, ils se voient dans nos produits. Finalement, ils peuvent se reconnaître, puis la représentation, ben ça compte, tu sais? Donc, oui, acteur de changement. Oui, puis l'intérêt est souvent là, sauf que souvent, les gens, justement, se sentent peut-être un peu impuissants par rapport à la grandeur de cet enjeu-là, là, de la réconciliation. Puis c'est sympathique que vous trouvez une avenue, justement concrète pour que les gens puissent voter avec leur dollar, puissent, un peu s'inclure dans cette, tradition-là, ces origines-là, à travers les différents artistes, justement, avec qui vous travaillez et votre entreprise en général, la façon que vous faites, des affaires. Donc c'est vraiment intéressant. Puis je me demande, dans le fond, à quel moment, OK, toi et Trisha, vous avez réalisé que, bon, au-delà, tu sais, des châles, les couvertures, qu'il y avait un réel potentiel de vente, peut-être pour étendre vos activités à l'étranger? En fait, donc nous, on est situés au Québec, juste avec la frontière, à 5 minutes de la frontière avec l'Ontario. Donc, au début, ça a commencé un peu là, notre exportation hors Québec. Puis l'intérêt, on voyait qu'il était de plus en plus grand. Puis ce qu'on aimait, entre autres, c'est que les gens nous voyaient, nous découvraient sur internet. Puis parfois, tu sais, c'était Colombie-Britannique, parfois c'était à l'extérieur du Canada, mais parce que, c'était des clients autochtones, ça l'a rapidement en fait, je crois que ça l'a débordé des frontières politiques avant que nous-mêmes, on pense à déborder des frontières politiques. Donc, tu sais, dans le monde autochtone, les frontières politiques sont pas les mêmes du tout, là. Donc, Canada, États-Unis, Mexique, c'est comme un endroit, si on peut dire. Donc, on peut pas dire que, tu sais, il y a des peuples autochtones qui se retrouvent les mêmes peuples au Canada et aux États-Unis, juste l'autre côté de la frontière. Donc, j'ai l'impression que ce mouvement-là, si on peut dire, et grâce aux réseaux sociaux, ça l'a, comme je disais, un peu débordé des frontières avant que nous-mêmes, on pense à commencer à explorer à l'extérieur du Canada, tu sais. Est-ce que les Autochtones ont été vos premiers clients, les premières personnes à endosser un peu l'entreprise? Non. Parce que tu me parles un peu au niveau de l'exportation, tu sais, tu me dis que
dans le fond, il y a eu différentes personnes d'un peu partout à travers le Canada qui ont acheté, mais ça, on parle pas de gens autochtones, là. C'était vraiment consommateurs canadiens. En fait, les 2. Ce qui a joué un grand rôle dans l'histoire de Minitipi, donc puis c'est quelque chose qui est vraiment, spécial et bien comme ben, pas bien, mais je veux dire, bien spécifique au monde autochtone. C'est vraiment la coupure de la culture. Donc, plus la compagnie grandissait, puis plus Trisha se reconnectait avec sa culture. Donc, il y a vraiment un grand, manque pour plusieurs Autochtones qui ont été en fait, il y a comme un trou. Il y a un trou culturel, donc tu sais, le langage était plus parlé, on n'avait pas le droit de pratiquer, la culture. Donc plus Trisha s'affirmait, si on peut dire, puis savait qui elle était. Bon, elle a toujours été autochtone, elle a toujours donc mais plus elle était confiante en elle, en fait, les gens le voyaient, puis voyaient aussi notre confiance à travailler avec des artistes autochtones, puis notre confiance à partager ce qu'on connaissait du monde autochtone. Plus je crois que c'est ça qui a eu comme un effet sur, nos ventes. Puis plus près de nous, au début, c'était des clients allochtones, mais à l'extérieur, je crois que c'était plutôt des clients autochtones. Puis est-ce qu'il y a eu un moment clé où vous vous êtes dit: «OK, là, on est vraiment prêt à l'exportation»? Est-ce que, tu sais, ça a été quoi les premières choses que vous avez fait, là, pour vous lancer dans ce monde-là? Est-ce que ça a été des salons, la rencontre de délégués commerciaux? Tu sais, quel a été le premier pas? Ouais, donc en fait, un des tournants qui nous a fait croire que OK, je pense que c'est temps, on est prête pour l'exportation. On était, à un salon à Toronto qui s'appelle le One of a Kind Show. Puis c'est un des plus grands salons en Amérique du Nord au niveau, de tout ce qui est artisanat et tout ça. À cette époque-là, on était encore dans nos sous-sols. Puis, il y a une dame qui s'est approchée de nous, puis elle a dit: «Ah, tu sais, moi, j'ai un magasin et tout ça. Est-ce que, tu sais, j'aimerais ça vendre vos produits dans mon magasin?» Donc on jase avec elle un peu. Finalement, bon, ça clique et cetera. Puis là, elle dit: «Bon, mais la seule chose, c'est, va falloir que vous m'envoyiez ça en Suisse». Je dis: «Ah, en Suisse?» On était à Toronto, puis on l'a rencontrée en Suisse. Elle dit: «Oui, mon magasin est en Suisse. J'aime vraiment votre histoire, j'aime vos produits. Est-ce que ça vous pose un problème?» Moi, je suis là: «Non, non, non, tout est parfait, pas de problème», mais donc quand elle a quitté, j'ai regardé Trisha, puis j'ai dit: «OK, ouais, là, il faut commencer à figurer, comment on va envoyer cette commande-là en Suisse». Donc souvent, je dis, c'est pas, tu sais, c'est pas nous nécessairement qui choisit l'exportation, mais c'est l'exportation qui nous a choisis. Dans notre tête, tu sais, ça allait être un peu une exportation contrôlée, mais quand tu as cette opportunité-là qui s'offre à toi, donc tu dis: «Bon, mais t'embarques dans le bateau», puis tu dis, comme depuis le début, on va on va réfléchir puis regarder, comment on peut rendre ça possible. Puis, aussi par la suite, là, il y a eu beaucoup de délégués du Canada, par exemple, aux États-Unis. Donc là, les cadeaux corporatifs on a commencé à recevoir des commandes de cadeaux corporatifs pour les différentes ambassades, dans le fond, du Canada aux États-Unis. Donc ça aussi, ça a vraiment créé un pivot pour nous, là, au niveau de l'exportation. Donc, la première exportation que vous avez faite, ça a été fait en Europe, ça a été la porte vers l'Europe. Est-ce que vous avez continué avec, disons, en trouvant, je sais pas, des distributeurs ou d'autres magasins pour vendre vos produits? Est-ce que vous avez proactivement démarché ou vous êtes resté dans, ce magasin-là en Suisse? Ouais, en fait, ce qui est arrivé avec ça après, c'est que, si on peut dire, là, ça grandissait, Minitipi grandissait, mais on était encore juste 2 employés dans nos 2 employés. Tu es chez moi. Qui n'étaient pas payés à cette époque. Donc là, on se disait avant de poursuivre ça et on avait clairement un manque de produits. Donc là, Trisha était pas capable de fournir. C'est elle qui faisait toute la couture. Là, ça fonctionnait pas. Puis, on avait fait affaire avec un centre de coupe et de couture à Montréal pour nous aider à faire, nos produits. La qualité était pas là, donc on a un petit peu mis un frein à l'exportation en Europe pour se concentrer et ouvrir notre propre manufacture en Outaouais. Notre propre centre de coupe et de couture en pleine pandémie, ouais. Mais ça, je veux dire, j'imagine que ça prenait des moyens financiers. Qu'est-ce qui vous a aidé? Est-ce que ça a été quoi, là, un peu les étapes, là? Aller voir votre banque, avoir une marge de crédit? Parce que là, je veux dire, de passer à 2 à faire une structure, peut-être pour les gens qui nous écoutent, tu sais, comment on fait ça? En fait, quand on a voulu faire ça, on avait beaucoup, au contraire, de banques qui voulaient qu'on prenne des prêts avec eux, mais on a loué un local, on avait un peu de sous.
Trish et moi, on a commencé employé par employé, machine par machine. Donc, au début, c'était littéralement, on commande du tissu, on vend le tissu, on achète des machines, on engage des gens. Donc, ça a vraiment été, là, jusqu'à tout récemment, là, exactement, très organique. Puis pour nous, en fait, depuis le début, dans les débuts, on freinait la croissance de notre compagnie parce que le but, c'était de rester à la maison avec les enfants. Donc ça, le choix était facile, tu sais. Mais donc, on avait toujours eu un peu de sous dans le compte de banque. Puis quand on s'est dit, ben, tu sais quoi, c'est là le moment, on va pas revenir dans 10 ans pour commencer notre manufacture, c'est là qu'on veut se lancer. Puis écoute, advienne que pourra, comme on dit. Donc, ça a vraiment été, quelqu'un nous a déjà dit: vous faites la technique des petits pas». Bon, dans le temps, c'était la technique des petits pas. Donc non, ça a vraiment été, comme ça. Ben moi, j'appelle ça, une croissance organique. Ouais. La technique des petits pas, peut-être, mais une croissance organique peut un peu peut-être au miroir de votre vie personnelle aussi. Je veux dire, quand on est maman aussi à temps plein, à un moment donné, il y a 24 heures dans une journée pour moi-même le vivre avec mes 3 enfants. Il faut aussi établir un peu peut-être ses priorités, malgré que des fois que il y a une demande pressante, mais là, il faut faire peut-être, des choix à ce moment-là dans nos vies. Ouais, puis même, je te dirais aussi en changeant pour une manufacture, on avait décidé parce que donc avant, on était tu sais, des partenaires, donc une société en nom collectif, puis on s'est dit: «On va s'incorporer». Donc ça a été j'aurais aimé être mieux entourée. Je pense que c'est une des choses que j'aurais aimé être mieux entourée, donc on s'incorpore et cetera. Puis nous, ce qu'on savait pas, ce qu'on se doutait pas, c'est que pour nos banques, on devenait complètement une nouvelle compagnie. Donc, il y avait pas de possibilité de marge de crédit, nos cartes de crédit. Je crois que j'avais une limite de 5 000 sur ma carte de crédit. J'ai plus de limites sur ma carte personnelle. Donc, au début, ça a pris non, mais là, je leur disais: «Oui, mais vous nous connaissez, on est les mêmes filles, vous êtes la même banque, tu es la même personne». Donc non, ouais, mais pour la banque, donc ce petit côté-là, ça nous a nui, en fait, au début. Tu sais, ça, on était considérés comme des nouvelles filles qui avaient aucun historique. Ouais, disons que faire les 2 en même temps, donc construire une manufacture et devenir incorporé avec un historique non existant, selon les banquiers, ça a été, spécial. Puis tu sais, il avait fallu vraiment le remplir des papiers. Nous, on se disait: «Non, on va devenir incorporé», donc justement, tu sais, Minitipi va devenir une troisième entité. Mais non, là, tu sais, avez-vous une voiture, vos maris? Là, j'étais comme: «Hey», donc tu sais, Marie-Josée, moi, là, j'ai toujours dit à Trish: «La journée qu'on va pouvoir aller à la banque, puis qu'on se fera pas demander le salaire de nos maris, là, ça va être». Ça te fait un petit blow, ça, c'est sûr. Quand on regarde tout le chemin parcouru, là, des fois, on dit: «Mon Dieu, est-ce possible?» Puis aujourd'hui, mettons, juste qu'on comprenne bien, l'exportation versus le marché local représente quel pourcentage, de vos activités d'affaires? Donc, on est encore dans notre lancée, vers l'Ouest du Canada, où est-ce qu'on a vraiment, donc c'est local, mais pour nous, c'est quand même loin local. Donc, mais clairement un intérêt de ce côté-là. Puis l'année prochaine, on va vraiment commencer à démarcher un peu plus pour les États-Unis. Donc, en ce moment, tout ce qui est arrivé, c'est très organique, mais tu sais, là, on est avec, OK, nos codes HS, nos certificats USMCA, donc toute cette paperasse-là. Donc, on exporte en ligne sur notre site web. On a une bonne base de clients, mais de vraiment avoir des points de vente, ça a commencé, mais puis vraiment d'avoir des commandes plus importantes pour des cadeaux corporatifs. Puis ça aussi, ça a commencé. Donc, tranquillement, on reçoit beaucoup d'intérêt là, de ce côté-là. Puis en ce moment, cette année, c'est vraiment tout ce qui est au niveau là, du dédouanage, puis de tous les certificats qu'on est en train de s'organiser, si on peut dire, justement pour pouvoir l'année prochaine là, vraiment peser sur le bouton, si on peut dire, puis lancer se lancer plus aux États-Unis avec les annonces, tout ça. On est aussi en train de refaire, notre branding. Donc, tu sais, c'est nous qui avait fait notre branding. Au début, notre logo venait de Vistaprint, donc c'est comme tout ça. Maintenant, bon, on a un logo et cetera, mais vraiment là, pour avoir quelque chose de vraiment solide pour, notre, exportation l'an prochain, vers les États-Unis. Donc ça faisait partie de votre stratégie de croissance, là, d'aller plus au sud de la frontière.
Est-ce qu'il y a eu un moment stratégique où vous vous êtes dit: «OK, là, il faut rentrer un joueur comme EDC parce que notre croissance va venir des États-Unis, puis on a besoin de fonds pour se financer». Ça a été ça, de peut-être un désir d'une meilleure structure, au niveau financier, puis peut-être meilleures ressources? Pourquoi avoir été, tu sais, pourquoi ne pas continuer de façon organique, justement? Pourquoi être allé chercher un partenaire comme EDC? Ouais, en fait, chez Minitipi, on a eu notre première croissance, si on peut dire, donc quand on a commencé avec la manufacture et cetera. Mais déjà l'année d'après, nos locaux étaient trop petits. Donc il a fallu louer le local adjacent puis commencer à faire des rénovations. Donc vraiment avoir un flot de production parce que c'est ça, on est une compagnie manufacturière, donc c'est, s'équiper en machinerie un peu plus, avancées. Tu sais, là aussi, on avait une meilleure idée de ce qu'on voulait faire comme produit, ce qu'on voulait plus faire comme produit parce que, en fait, je dis ça, c'est il y a 2 ans, donc ça fait 2 ans qu'on a une manufacture. Puis il y a 2 ans, on faisait encore des produits pour bébés. Donc quand on s'est vraiment réaligné là, puis, là, il a fallu aller chercher des fonds pour, s'équiper en machine puis vraiment rendre nos locaux conformes à ce qu'on voulait faire, tout ça là, avec le flot de production. Ouais. Puis de là, justement, de là, EDC, c'est inclus là, dans le capital parce que vous saviez que cette structure-là allait un jour vous mener à l'exportation? Exactement. En fait, on voulait être capable de pallier à la demande. C'est récurrent dans notre histoire chez Minitipi, là, donc on avait souvent des problèmes d'inventaire. Pas parce que en fait, au début, je crois que c'est parce qu'on se sous-estimait, tu sais. On se disait: «Ah, on vendra jamais tout ça», mais oui, puis ça demandait, donc on a fait ce que ouais, c'est ça, je sais. Mais en même temps, oui, parce qu'à un moment donné, on a failli, en tout cas avec un problème de communication aussi avec notre centre, qu'on a fait affaire à Montréal, là, de coupe et couture. On vend, sur, le site web de Simons. Puis je me souviens qu'à un moment donné, qu'il y avait eu un problème dans la production, dans notre aide de production. Puis, ce contrat-là, je le sentais dans la voix de la personne que ça aurait pu, tu sais, être mis à sa fin, si on peut dire. Donc, il fallait vraiment faire quelque chose. Donc, tu sais, avec l'argent de DC, c'est vraiment on a une vraie je veux dire une vraie manufacture. Tu sais, c'est plus un miel et Trish dans leur sous-sol, là. Donc, c'était vraiment, pour pallier à ça. Puis pour pallier aussi, donc, tu sais, ils ont aidé avec ça, puis ils ont aidé, aussi, c'était un réseau express. Donc, c'était, ID Gatineau, la BDC, puis, EDC qui se sont mis ensemble pour, nous donner du financement. Puis là-dedans aussi, c'était, il fallait acheter plus d'inventaire. Donc c'est parce que sinon on n'y arrivait pas. Tu sais, il fallait acheter plus de tissus. C'est à un moment donné, tu sais, il fallait en acheter plus pour en vendre plus, si on peut dire, là. Donc la demande était là, puis, ils ont cru en notre projet, puis, ouais. Génial. Puis est-ce que, justement, quand on commence à exporter, là, tu sais, tu as touché à quelques points tantôt à ce sujet-là. Est-ce que vous devez adapter votre stratégie marketing pour aller percer aux États-Unis? En fait, oui, il va falloir, l'adapter plus. En fait, comme je disais un peu plus tôt avec les frontières, politiques Canada-États-Unis, donc ça, nous, c'est les frontières qu'on connaît, mais dans le monde autochtone, comme je disais plus tôt, ces frontières-là sont pas nécessairement les mêmes. Donc, en tant que compagnie d'élimination autochtone, on est bien accueillis. Sauf qu'en même temps, c'est comme si c'était comme: «Hey, comment ça, j'en ai jamais entendu parler d'eux autres?» Tu sais, comme comment ça, de où ils sortent? Tu sais, donc, c'est beaucoup la stratégie de vraiment mettre de l'avant nos artistes, de mettre de l'avant, notre programme de royauté envers les artistes, de mettre de l'avant, toute notre implication dans la communauté. Donc ça va faire partie de notre stratégie, au niveau de notre clientèle autochtone pour, en fait, montrer ce qu'on a déjà fait puis ce qu'on continue à faire pour, justement, pour dire parce que c'est une question qu'on se fait presque poser à chaque jour, là, faites-vous de l'appropriation culturelle? Et en fait, ça, c'est des gens clairement qui connaissent Oui, est-ce que c'est authentique, là? exact. C'est ça, je pense que c'est peut-être la crainte. Mais est-ce que c'est justement de travailler avec des artistes locaux là-bas aux États-Unis qui va vous donner cette clé-là un peu au niveau de l'intégrité, puis au niveau là, de justement pas la perception d'appropriation culturelle? Je crois, bon, déjà, d'abord, c'est pas l'appropriation culturelle qu'on fait, donc ça aide, mais oui, définitivement, ça fait partie de notre stratégie d'approcher, des artistes locaux aux États-Unis pour, justement puis en même temps, je pense qu'on est rendu là aussi. Donc, tu sais, on a nos artistes étaient souvent,
peu connus, nos premiers artistes. Puis ils ont puis leur art est superbe et tout ça. Puis on a grandi ensemble. Puis là, maintenant, on peut approcher les artistes un peu plus connus parce qu'on a un peu plus de notoriété. Donc, ça va définitivement faire partie là, de la stratégie vers l'expansion aux États-Unis, oui. Qui vont sûrement aussi faire partie un peu de l'ambassade. Ils vont être un peu les ambassadeurs peut-être de votre entreprise aussi, là. Donc, je pense que c'est donnant-donnant. Est-ce que vous avez, au niveau de l'exportation, rencontré des problèmes de conformité, de réglementation? Tu sais, est-ce que vous avez rencontré ça? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques là, pour les gens qui nous écoutent, qui veulent exporter du textile, qu'ils doivent faire? Bien, définitivement, le fameux code HS qui est très spécifique. Puis dans notre cas, donc, tu sais, dans notre cas, ben, le code HS, ça décrit vraiment ton produit, de où le tissu vient, de quoi il est fait. Puis là, si c'est du tissu recyclé, on tombe dans complètement une autre. Et s'il est transformé, en tout cas, donc, ce code-là te permet avec les États-Unis de vraiment, qu'ils puissent vraiment identifier ce qui se trouve dans ta boîte. Donc, ça, c'est vraiment clé pour nous. Puis, il y a aussi, bon, la certification d'exportation pour justement favoriser comme expédier un peu le processus aux douanes. Donc, ça, c'est vraiment des éléments clés qu'il a fallu, tu sais, comme mettre en place. Puis, aussi, une super relation avec une compagnie de livraison fiable. Est-ce que vous vendez en ligne justement aux États-Unis Oui, ou pas? oui, on va en ligne aux États-Unis, oui. OK. Puis ça, ici, ça part, quand les gens commandent en ligne aux États-Unis, ça part du Québec ou vous avez une place, là, un entrepôt? Non, donc ça part encore de notre manufacture. Ça va être à regarder, à noter bientôt, là, voir si on envoie du stock à un 3PL aux États-Unis. On s'était fait conseiller par une entreprise autochtone qui est au Canada, aux États-Unis, de pas nécessairement faire ça. Donc ça reste à explorer pour nous, là, et aussi jusqu'à quel pourcentage, parce qu'en ce moment, on expédie avec nos commandes corporatives et nos ventes en ligne, environ 8% aux États-Unis. Donc, tu sais, à quel pourcentage ça commence à valoir la peine d'avoir un 3PL ou aux États-Unis ou non. Tu sais, toi, je te vois sourire, donc ça doit faire partie aussi des pas des enjeux, mais des réflexions que Prana a eu ou a encore. Donc, cette partie plaisir commence. C'est un beau problème, hein, la croissance, c'est toujours un grand défi. Puis c'est pour ça, justement, qu'on a besoin d'histoires inspirantes, de gens qui l'ont fait pour, oui, nous raconter les succès, mais nous raconter un peu les écueils. Est-ce qu'il y a une chose, une erreur que vous avez faite qui pourrait, que tu dis, oh non, là, vraiment, là, ça, il faut que je la partage parce qu'il ne faut pas que les gens fassent cette erreur-là au niveau de l'exportation? Je vais commencer par le début. Donc, je suis en train de réfléchir en même temps. Donc, pour nous, très rapidement, on s'est rendu compte très rapidement que notre premier fournisseur de tissus avait copié tous nos tissus. Donc, rapidement, bon, là, on a changé de fournisseur et tout ça, mais rapidement, au niveau de la propriété intellectuelle, disons qu'il a fallu plus rapidement que peut-être d'autres personnes se protéger à ce niveau-là. Donc, je dirais ne pas sous-estimer tout ce qui est le côté légal. Donc, tu sais, nous, on pensait, on est une petite compagnie, parce que dans ce temps-là, tu sais, dès nos premiers tissus, on savait pas, mais dès nos premiers tissus, nos tissus étaient copiés. Donc, tu sais, laisser ça aller parce que, donc là, à un moment donné, on n'a pas eu le choix de faire quelque chose à propos de ça, mais de connaître la loi entourant l'exportation. Donc, là, maintenant, bon, là, on est en voie, là, d'avoir, là, selon notre avocate dans les prochaines semaines, là, d'avoir notre marque de commerce pour Minitipi et notre logo. Puis, on fait aussi, on va faire aussi à partir de ça, là, nos certificats de propriété intellectuelle pour nos designs aux États-Unis. Donc, pour nous, c'est vraiment important de se protéger parce que, donc, disons que c'est moins le fun d'avoir à avoir recours à des processus légaux après. Donc, c'est ce que je dirais, je pense. Une erreur qui n'est pas encore arrivée, disons, pour l'exportation, mais qu'on n'aimerait pas qu'il arrive non plus parce que c'est quand même notre fierté. Puis, on s'est vraiment un peu senti démolis parce que
sais, nous, la raison, tu sais, on se dit: «Hey, on pourrait aller, acheter encore nos tissus, tu sais, au magasin». Mais c'est pas ça qu'on voulait faire. Puis on a senti que nos artistes aussi avaient été floués là-dedans. Donc, tu sais, vraiment les tissus authentiques, et cetera, ouais. Donc, on s'était senti un peu mais bon, on a repris du poil la bête et on est prête, pour l'exportation vers les États-Unis. Donc, s'entourer peut-être, de bons avocats là, pour vraiment s'assurer que la structure légale, elle est mise de l'avant et bien mise, avant là d'aller vers l'exportation. Exactement. Puis, tu sais, je sais que, bon, donner un retour à vos communautés, c'est une chose vraiment importante pour toi, et pour Tricia au niveau professionnel et au niveau personnel. Sur votre site web, vous dites que vous croyez au partage de vos ressources pour en faire bénéficier les autres, puis les soutenir en les aidant à s'élever les uns les autres. Je pense que c'est une valeur, fondamentale de vous, mais aussi de la culture autochtone. Comment ça se traduit là, au niveau de la pratique, les pratiques d'affaires chez Minitipi? Ouais, en fait, pour nous, la générosité, c'est une de nos valeurs principales chez Minitipi. Puis, on s'est toujours dit que justement, tu sais, oui, on voulait faire connaître, la culture, tout ça. Oui, ça se fait par la vente de différents accessoires, mais pour nous, si on pouvait pas en redonner une partie ou faire bénéficier, les gens d'une quelconque manière, tu sais, c'est pourquoi on a une compagnie pour nous, là. Tu sais, je sais que, bon, chaque personne a un motif, différent pour se partir en affaires, mais pour nous, ça faisait vraiment partie des valeurs fondamentales. Donc, à chaque année, on fait des dons à différents organismes. On a aussi, pour changer le narratif, là, pour tout ce qui est artiste, en fait, pour nous, c'était vraiment important de redonner des royautés à nos artistes. Puis ça, c'est vraiment pas quelque chose qui est commun. On s'est rendu compte, tu sais, nous, on était nouvelles, on savait pas trop, tu sais, mais on s'est rendu compte que finalement, tu sais, on se faisait contacter par des grandes compagnies. «Ah, on aimerait ça savoir, comment ça va avec vos artistes, comment vous leur redonnez de l'argent». Donc ça a vraiment été comme wow, OK. Ça a été, ben, ben, une tape dans le dos, mais en même temps, tu sais, ça devrait être la norme, si on peut dire. Mais c'est intéressant qu'on ait réussi à attirer l'attention des plus grandes compagnies, puis qui elles-mêmes pensent à changer, leur manière de faire. Puis, aussi, on essaie vraiment de s'impliquer dans la communauté. Donc, pour nous, la réserve la plus près de chez nous, c'est la réserve de Kitsiganzibi. Ils ont un atelier de couture là. Donc, tu sais, ils viennent chez Minitipi, travaillent avec nos employés pour, faire des projets. On redonne aussi tout, toutes nos retailles de tissus à des écoles secondaires, des CEFER, puis à cette école-là en particulier. Donc, on est quand même pas mal fiers de ça au niveau de, tu sais, des tissus qui les représentent. Tu sais, quand je dis retaille, les retailles sont quand même grandes, là. Donc c'est pas des petits morceaux. Donc, ça pour nous, C'est une bonne façon aussi d'éviter le gaspillage quand même là, de redonner une deuxième vie, ouais, surtout quand on sait que c'est bon, c'est une industrie qui est extrêmement polluante. Donc chez Minitipi, on n'a pratiquement pas de déchets, là, dans si on peut dire, on trouve toujours, surtout quand on se dit que c'est des tissus, bon, qui viennent d'Italie déjà. Donc, tu sais, il faut que ça vaille la peine que qu'on les utilise au maximum. En terminant, j'aime toujours ça demander à nos invités de nous donner quelques conseils. Pour vous, la culture est un élément hyper important dans votre entreprise. C'est vraiment quelque chose que vous mettez de l'avant, la culture autochtone. Si quelqu'un, justement, qui est un autochtone, qui veut se partir en entreprise, quel serait ton conseil pour mettre de l'avant cette culture-là? C'est une super bonne question. Écoute, je dirais, les entrepreneurs autochtones, ce que j'ai à vous dire, c'est, j'espère que vous écoutez. Puis ce que j'ai à vous dire, c'est on a besoin de vous. Allez-y, on a besoin de vos enseignements, on a besoin de vos dons, on a besoin de votre vue, très différente du monde de l'entrepreneuriat. Vos enseignements sont, importants pour guérir plusieurs choses. Pour les entrepreneurs allochtones qui nous écoutent, on a besoin des entrepreneurs autochtones pour marier notre vision, de la culture de l'entrepreneuriat. Puis on a besoin d'être là aussi pour écouter, puis pour après ça, vraiment agir. On promouvoit beaucoup la réconciliation, mais ce qu'on aime encore mieux promouvoir, c'est la réconciliation.
Puis je pense qu'en ce moment, c'est le bon temps de commencer ce chemin. Merci pour ce mot de la fin vraiment inspirant. Merci Mélanie Bernard, cofondatrice de Minitipi. Merci pour ton temps, merci pour cette sagesse-là. Je souhaite tout le meilleur sur votre parcours de l'exportation hors Québec, mais aussi de l'exportation au-delà des frontières. Merci pour ton temps aujourd'hui. Et merci beaucoup, puis ça a été vraiment un plaisir. Merci à vous tous de nous avoir rejoints aujourd'hui dans l'émission L'impact de l'exportation balado. Si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, on est ravis que vous vous abonniez, que vous notiez et que vous laissiez un commentaire sur votre site de streaming favori. Je vous dis à dans 2 semaines.